bonjour à tous. Merci d'être déjà presque 36 à nous rejoindre à ce webinaire. J'espère qu'on sera nombreux et en tout cas, il sera enregistré et donc vous pourrez le retrouver en ligne sur nos sites. On va peut-être se présenter déjà. Élise, je te laisse la parole. Excusez-moi. Bonjour à tous, Élise Gambier, je suis la présidente d'Assumevie, l'association qui fait le relais et la promotion de l'humanitude et qui a créé le label Humanitude. Je suis par ailleurs directrice d'établissement, la Maison de Jeanne à Villers-Bocage, dans le Calvados. Et donc, on attend, si possible, Guillaume Delalieu, qui est vice-président de l'association Assumevie, qui a créé et qui délivre le label, qui est directeur de l'établissement à Amiens et qui fait partie, avec l'établissement d'Élise, des établissements dont j'ai tiré le portrait dans le livre. Ah ben le voilà, il arrive. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, on t'entend, mais on ne te voit pas, Guillaume. Alors, pourtant, j'ai fait activer la vidéo. Ça y est. Ah là, voilà. Génial. Super. Bonjour Guillaume, on était justement en train de te présenter, donc dis-nous qui tu es toi. Bien, Guillaume Delalieu, donc je suis directeur de l'EHPAD La Neuville à Amiens, donc qui héberge 114 résidents, dont 13 en unité de personnes handicapées vieillissantes. Établissement labellisé depuis 2018 et vice-président de l'association Assumevie depuis 2019. Voilà. En tout cas, merci à tous. Bonjour et merci à tous d'être déjà aussi nombreux pour ce webinaire qui sera donc relayé ensuite en replay. Donc, moi, je me présente, donc Annie Devivi. Donc, je suis la fondatrice d'hvillage.com et je m'occupe des formations Humanitude et je viens donc de rédiger ce nouveau livre qui s'appelle « Vieillir debout, il relève le défi ». Il vient juste d'arriver en librairie, juste un instant. Donc, ça y est, c'est le cadeau de début d'année. On y va. Alors, ce qu'on va faire avec Marlène qui est avec moi en train d'organiser ce webinaire, on va vous présenter le sommaire du livre. Donc, je vais vous présenter le livre de manière assez succincte et puis ensuite, on aura un jeu d'échange avec Élise et Guillaume. Avant de vous laisser la parole, on va espérer vous laisser la parole à partir de 11h30, 11h35 jusqu'à midi et après on arrêtera. Voilà, donc voilà, ce livre, c'est un livre qui essaye de répondre à des questions que je me pose depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on peut vieillir debout? Est-ce qu'on peut vieillir debout jusqu'au bout quand on est malade, quand on est diminué, quand on est en situation de handicap? Est-ce que c'est possible, y compris quand on est dans cette phase de crise sanitaire? Est-ce qu'il est possible de trouver des établissements qui nous rassurent, qui sont des bons établissements? Ces questions-là, ce sont les questions qu'on nous pose sur hvillage.com quasiment en permanence. Est-ce qu'il est possible, quand on est professionnel, d'être fier de son métier, d'être rassuré, de se sentir valorisé et de pouvoir aligner ses valeurs avec la qualité du prendre soin quotidien? Et est-ce qu'on pourrait mettre la bientraitance en bouteille dans un label? Alors, en fait, c'est à ça que répond le livre, c'est je vous raconte l'histoire de ce label qui a été inventé avec vous, les directeurs d'établissement, les cadres de santé, les soignants, les personnes en situation de handicap et de vulnérabilité qui nous ont rejoints dans cette association Assumevie. Donc, cette association, elle a 10 ans, 11 ans maintenant, en 2022. Elle est née avec la présidence d'une directrice qui s'appelle Évelyne Gossens. Elle a été présidée ensuite par Céline Fourreau et maintenant c'est Élise qui a pris la présidence. Cette association, elle a vécu et elle a pu structurer le label grâce à des soutiens, à des aides qui nous ont permis d'avoir une chargée de mission qui s'appelle Catherine Gardella, qui a structuré avec force et avec ténacité différentes étapes, vous imaginez bien. Pour créer un label, il faut tester des référentiels, on les a mis sous plein de formes, on a eu des formes différentes de Excel jusqu'à aujourd'hui une plateforme en ligne sur un site internet qui s'appelle Encodea.
Et on a pu petit à petit, comme ça, créer un référentiel de bientraitance qui est disponible aujourd'hui auprès de tous les établissements que l'on forme à la démarche Humanitude jusqu'au label et qui ensuite mettent en moyenne, ils mettent 2-3 ans à se former avec les techniques Humanitude. Ces enseignements sont déployés par le réseau Humanitude, le réseau des enseignements des instituts Gineste Marescotti, emmenés par Yves Gineste et Rosette Marescotti, et qui sont visibles partout en France, sur le territoire, et qui viennent, à la demande des directions, former leurs établissements. Donc nous, l'intérêt du livre, pour moi, le livre, il s'adresse à la fois aux familles, au grand public, aux aidants, il s'adresse aux professionnels, il s'adresse à tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Et je voulais aussi en profiter pour remercier Marie-Françoise Fuchs, qui ne peut pas être là avec nous. Marie-Françoise Fuchs, elle a 90 ans aujourd'hui. Elle avait fondé l'association Hold Up, et nous, ça nous amuse sur Humanitude, puisque ça s'appelle Vieux Debout. Et elle a été en immersion avec des bénévoles de l'association dans différents établissements, dont un établissement labellisé, celui de la Croix-Rouge russe à Nice. Et elle a vu ce que c'était que de vivre dans un établissement labellisé sur 24 heures et de voir la différence que ça pouvait avoir avec les autres établissements, ou en tout cas, quel niveau d'exigence ça avait. Parce que ça, c'est aussi un des grands pièges dans lequel on peut tomber quand on parle de label, c'est de se croire au-dessus ou de tomber dans le triomphalisme ou dans l'angélisme. C'est pas du tout le cas. Les établissements labellisés, vous le verrez dans les témoignages, tous le disent, on n'est pas différent des autres. On se sent pas au-dessus des autres, loin de là. On a juste choisi une démarche, on s'en est emparé, elle nous aide, elle nous soutient, elle nous outille, alors on déploie et on continue. Voilà, donc ça c'était pour le petit mot d'introduction de ma part. L'objectif de ce webinaire, c'est de faire passer le message et de commencer à faire passer le message et puis de continuer de déployer. Il y a des nouveaux webinaires qui vont s'organiser la semaine prochaine ou dans peu de temps là, avec le réseau Idéal Connaissance qui travaille avec les élus, les professionnels des collectivités locales. Ça, c'est le 25 janvier prochain. Et je vous en parlerai à la fin de tout ce qu'on a envie de faire cette année pour faire passer le message, vu que c'est une légère année électorale qui a peut-être des choses à faire passer. Et je pense qu'Assum'Vie et les labellisés vont prendre leur part au débat. Alors, pour donner la parole à Élise et Guillaume, je voulais vous poser une première question à vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'Humanitude et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé vers le label? Dites-nous. On va commencer par Élise. Merci, c'est gentil. L'Humanitude, moi j'ai eu la chance de découvrir très tôt dans ma carrière de directeur. Et c'est vrai que en découvrant ces techniques qu'on n'obtient pas forcément avec des formations de départ d'aide-soignante ou d'infirmière classique, j'ai constaté des résultats nettement plus intéressants, des résultats de verticalité. Donc, les personnes, on arrivait mieux à les mettre debout. On avait des résidents évidemment beaucoup plus souriants parce que moins dépendants, beaucoup plus vivants dans leur journée, plus participatifs. Des personnes qui sont beaucoup plus communicants et qui sont bien plus heureux de vivre comme ça. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a découvert ces techniques-là, on n'a qu'une envie, c'est que nos professionnels puissent en bénéficier et ça semble difficile de travailler sans donner la possibilité de les avoir. Et puis après, la possibilité de gagner en compétences, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en quête de meilleures pratiques, ça s'arrête jamais. Et le label nous permet de rentrer dans cette démarche continue d'amélioration de la qualité de nos pratiques pour toujours réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait, parce que c'est jamais simple et il faut toujours se poser des questions. Et ce label, c'était pour nos établissements une façon d'être reconnu dans notre travail, une façon d'être valorisé aussi pour les professionnels. Ça, c'est quand même hyper important. Que moi, je leur dise que ce sont des bons professionnels, c'est utile, mais que de l'extérieur, des experts viennent dire vraiment ce que vous faites, c'est un travail qu'on attendait de vous et vous avez atteint un résultat très satisfaisant.
c'était pour moi quelque chose de très intéressant à obtenir. Après, il faut aussi maintenir la motivation et continuer après le label, mais c'est quelque chose de très satisfaisant. Merci Élise. Guillaume, moi ce qui m'a frappé quand on a interrogé tes équipes et puis les gens qui vivent chez toi, c'est le choc de l'humanitude. Beaucoup ont dit il y a un avant et un après formation. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Disons que l'humanitude est intervenue à un moment donné où l'établissement avait besoin de se remobiliser et de remobiliser les équipes sur un projet, autour d'un projet et autour d'une nouvelle dynamique de soins. D'autant plus que à l'époque, en 2012, on venait d'avoir une inspection RS qui faisait apparaître certaines recommandations, certaines demandes. Et donc, le directeur de l'époque avait assisté à un colloque et avait étudié comme piste de se lancer dans cette démarche. Donc ça s'est lancé, ça s'est poursuivi. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Forcément, il y a eu des fois où l'établissement ou les équipes ont failli abandonner, mais il y a eu un déclic qui s'est passé. L'équipe, bien sûr, est venue des équipes et il est venu du fait que elles se sont rendues compte que ça fonctionnait. Alors, ça a fonctionné parce que c'est une démarche qui a correspondu le mieux à un moment donné aux besoins des équipes et aux besoins de l'établissement. Et puis, elles s'y sont retrouvées aussi les équipes dedans parce qu'elle est pratico-pratique cette démarche. Donc, elle apporte des réponses qui sont concrètes, sans faire de redite par rapport à ce qu'a dit Élise. Et donc, ça, entre guillemets, ça a matché, ça match. Je voudrais dire que le plus dur aujourd'hui, c'est peut-être de maintenir la dynamique. On a toujours des hauts, on a toujours des bas, on n'est pas parfait dans tous les domaines, que ce soit l'animation. On va vous montrer justement sur Marlène, on va voir la présentation des principes du label justement pour montrer l'ensemble des données. Mais voilà, voilà, merci. Merci. Et justement sur Guillaume, et Élise, je pense qu'une des choses que vous nous dites souvent et qu'on voit dans le livre, c'est que on pense, ça c'est un des grands pièges de notre milieu, de notre secteur. Un des grands pièges, c'est de ressentir que les professionnels sont outillés face aux troubles sévères du comportement, face aux personnes et aux maladies neuroévolutives que vous accompagnez, aux personnes atteintes de maladies neuroévolutives que vous accompagnez. Or, visiblement, il y a des difficultés, il y a des manques d'outils, au point que ça risque de se retourner contre tout le monde, c'est-à-dire ça se retourne contre les professionnels eux-mêmes, le niveau d'accompagnement, et donc monter en compétence les professionnels, avoir des outils pour le faire, en situation réelle de travail, c'est-à-dire en vraiment dans les temps impartis, le soin avec les techniques humanitudes ou le soin sans technique humanitude est le même. Donc c'est vraiment pendant les soins avec les professionnels que ça change. Et nous, ce que j'ai pu entendre de vos retours, c'est que quand on libère les équipes de cette tension sur les soins de force, sur les manutentions répétées qui vous épuisent devant ces pressions d'organisation, ah bah là, vous libérez l'énergie. Sauf que c'est pas simple, notamment en situation de crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur cette libération liée à la professionnalisation de vos équipes? Oui, les techniques qui sont offertes, elles sont libératrices parce que en fait, on n'a pas les outils autrement. La formation de base ne nous apprend pas à faire face à quelqu'un qui a des angoisses et qui va se mettre à crier, qui va vouloir partir de l'établissement. Donc, face à cette situation-là, et le livre le montre très bien, on ferme les établissements, on attache les personnes, et c'est satisfaisant pour ni la personne qui se retrouve, faut quand même l'imaginer, qui se retrouve attachée, assise, à attendre toute la journée, et pour le professionnel qui voit cette personne qui, de toute façon, ne va pas être bien, évidemment.
Donc, si on n'a pas les techniques pour permettre aux gens de se sentir bien et de se sentir chez eux, et on va avoir ce genre de comportement. Et on l'a sur tous les profils, c'est-à-dire que la personne qui va être très dépendante physiquement, sans les techniques, on va avoir quelqu'un qui va rester alité. Et donc, on peut comparer les établissements entre celui qui n'a pas les techniques, Humanitude, qui va laisser la personne allongée dans son lit, pas habillée, non communicante. Avec de meilleures techniques, on peut avoir quelqu'un qui va être assise, en fauteuil ou pas, qui va pouvoir s'exprimer et qui va pouvoir avoir des propositions faites dans la journée et qui va même pouvoir renvoyer quelque chose de positif. Quelqu'un qui va en fait être heureux de sa vie. Donc, que ce soit de la dépendance physique, de la dépendance psychique, de la personne handicapée jeune ou vieillissante. Pour ces différents, les gens ont des besoins différents selon les profils. Et on a des propositions à faire qui permettent quand même une bien meilleure vie. C'est ça qui frappe dans les établissements labellisés. Ce qui frappe quand on entre, c'est la verticalité. C'est un des grands principes du label, mais c'est la verticalité de tout le monde, y compris les professionnels. C'est-à-dire qu'on entre dans des établissements qui ont professionnalisé toutes les étapes de la journée, qui ont professionnalisé toutes les entrées en relation. On voit un niveau de professionnalisme qui rassure tout le monde, des professionnels aux habitants, sachant que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Et chez toi, par exemple, Guillaume, qu'est-ce que vous mettez en place pour maintenir ce niveau-là de qualité tout le temps? C'est surtout le fait de bien sûr garder ce niveau de professionnalisation de l'entrée en relation. C'est de faire comprendre vraiment et de permettre, donc d'être permissif pour le soignant, de prendre, entre guillemets, le temps nécessaire pour pacifier son soin, donc du coup, de travailler son entrée en relation. Ça, c'est le point fondamental, il est là, parce que c'est la première chose que le résident va voir quand le résident va entrer dans son logement. Donc, si l'entrée est un peu brutale, un peu brusque, ou aussi il y a une précipitation vis-à-vis du temps, ça va forcément se ressentir et du coup, ça peut générer ce qu'on appelle le comportement d'agitation pathologique, ou en tout cas, ça peut engendrer une tension chez le résident. Et puis, il faut dire aussi que si le professionnel se sent investi et permis dans cette entrée en relation, ça apaise les deux. Ça apaise le résident, mais le professionnel aussi. Donc, même si tu disais très justement que c'est jamais gagné, il n'empêche que de toujours avoir ça à l'esprit, pour nous, c'est la base d'un soin de qualité, indépendamment de tous les critères qu'on peut y mettre après. Et chez Élise, vous avez beaucoup travaillé, c'est très touchant dans le livre, sur la verticalité et sur ce que ça fait d'être debout. Là, tu parles pour moi, Annie, parce que la verticalité, Guillaume, il a bien travaillé dessus aussi. La verticalité, en fait, une fois qu'on a compris les conséquences de la vie debout et l'impact sur le sentiment de se sentir reconnu par ses pairs, d'être debout comme l'autre, pour nous, ça devient indispensable de favoriser ça. Et pour le coup, la moindre petite minute gagnée va être importante. Tous les professionnels sont intéressants à avoir, les aides-soignants, les infirmières, les ergothérapeutes, mais tous ceux qui peuvent participer à remettre debout les personnes vont pouvoir y contribuer. Et c'est comme ça que on n'a pas du tout les mêmes orientations. Ceux qui ont cette idée en tête, les professionnels qui travaillent dans ces établissements-là, ils vont avoir ça toute la journée en tête, dans tout le quotidien, pour tout type d'activité, pour les animations, au moment de la toilette, au moment du repas. Et en fait, c'est une chance de plus qu'on offre aux personnes accueillies à chaque fois. Hein. Et ils en témoignent. Là, vous pourrez le lire dans le livre, ils témoignent de cette reconnaissance, de cette verticalité, de ce que ça leur fait de pouvoir vieillir debout jusqu'au bout, quelle que soit la pathologie. Et chez vous deux, vous travaillez beaucoup avec… alors, donc, il y a une question qui nous demande quelle est la proportion des personnes qui sont verticalisées plus de 20 minutes dans les établissements labellisés. En fait,
c'est un des critères rédhibitoires, enfin obligatoires pour obtenir le label, c'est de pouvoir justifier que toutes les habitants qui peuvent être verticalisés 20 minutes par 24 heures le soient. Et donc, ça on vous l'a peut-être pas encore expliqué, mais en effet, lors de l'établissement, en fait, il va se former petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, il va emmener la direction de l'établissement. C'est la direction de l'établissement. Là, vous le voyez, c'est 2 directeurs d'établissement qui témoignent. C'est la direction de l'établissement qui prend la décision d'aller vers le label et qui prend la décision que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il arrivera à mettre en œuvre ces 5 principes dans tous les services tout le temps. Alors évidemment, la marche, elle est haute à monter, donc on va le voir là dans une autre diapo. Il y a des petites marches à monter tous les ans. On prend son bâton de pèlerin et on y va. On commence à se former, les équipes de soins, les équipes de vie sociale, les équipes de restauration. On acquiert en fait la philosophie de soins et les techniques de prendre soin petit à petit. On va former des référents soins, vie sociale, restauration. Ces gens-là, ils vont acquérir d'autres techniques encore plus lourdes, enfin en tout cas plus outillantes, pour pouvoir mener derrière l'accueil des nouveaux salariés, le compagnonnage, les ateliers, l'analyse des pratiques, la révision régulière, puisque derrière, un établissement va faire une première auto-évaluation dès le début. Il va pouvoir se mesurer, se dire tiens, où j'en suis dans l'état d'avancement du respect de ces 5 principes. Et comme je suis peut-être moins bon là et meilleur là, je vais accentuer l'apprentissage au fur et à mesure. Donc, et une fois qu'il est prêt, l'établissement passe une convention avec l'association Assume Vie pour pouvoir mettre en œuvre une visite de labellisation qui aura lieu sur site pendant 2 jours. Et là, les visiteurs labels vont passer à la moulinette qui est décrit dans le référentiel en ligne pour vérifier que ça correspond bien à ce que l'établissement fait. Et en fonction des écarts ou pas, l'établissement obtiendra le label tout de suite ou un peu plus tard. Et quand il obtient le label, ça n'est pas fini. Parce que l'intérêt d'un label, c'est aussi qu'on peut le perdre si jamais on diminue ou on change. Donc là, l'idée, c'est que tous les ans, l'établissement produit son auto-évaluation, continue de prouver qu'il est bien à ce niveau-là. Et au cours des 5 ans que dure le label, cette auto-évaluation-là, elle est analysée avec l'Institut Gineste Marescotti du territoire, avec les formateurs du territoire, pour réajuster les formations s'il y a besoin, pour renforcer des compétences s'il y a besoin. Et au cours des 5 ans que dure le label, l'association Assume Vie renverra des évaluateurs sur place, des visiteurs labels, pour une visite de suivi. Donc, vous voyez, c'est un label qui est très exigeant. Il y a des centaines de critères derrière chacun des principes. Il est très exigeant, mais il est très outillé et il est très dans l'accompagnement, dans la bienveillance. On est vraiment en mode soutien et en mode de reconnaissance et de valorisation de ces équipes qui s'engagent. Voilà, c'est un peu ça. Parmi les freins, ou alors peut-être qu'on peut éclairer les 5 principes. Comment vous présentez dans vos établissements, on va dire que vous en prenez 2 chacun, puis on verra le 3e. Vous, le 0 soin de force, sans abandon de soins. Guillaume, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Personnellement, chez vous, je pense que ce qui me frappe le plus, c'est le 0 contention. Oui, très clairement. C'est vrai que là-dessus, on communique beaucoup sur le 0 contention, on explique pourquoi, quels sont les effets négatifs de la contention, parce qu'il y a des effets très négatifs. Donc, et là, il y a tout un travail de pédagogie qui est fait notamment avec les familles, parce qu'il n'est pas rare que tes familles nous disent il va arriver chez vous, il va être en sécurité, il va moins chuter, etc. Et là, on explique que il y a aussi de la vie chez nous, donc parce qu'il arrive chez nous, qu'il va forcément moins chuter, mais en tout cas, on va avoir des indicateurs de suivi. Et ne serait-ce que par exemple, pour faire le lien avec la verticalité, le fait d'évaluer le point d'appui, pour pouvoir faire un travail après beaucoup plus complet là-dessus. Mais il est vrai que il faut avoir une position très 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 claire sur cette fameuse contention et sur ce point-là. Élise, donc on a parlé de la verticalité. Vous avez beaucoup d'ateliers aussi que vous menez. Oui, sur la verticalité,
après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces techniques, elles sont quand même assez pointues, assez précises. Donc, tout à l'heure, quand je disais que ça nécessitait de travailler tout le temps, c'est aussi qu'une fois qu'on a reçu la formation et qu'on connaît les techniques, il faut les répéter, il faut les utiliser, et on n'utilise pas toutes les techniques pour tout le monde. Donc, il y a des techniques plus ou moins faciles. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a des experts. Donc, dans les établissements, on forme comme ça des gens un peu plus que les autres, et ces personnes-là vont être sollicitées quand il y aura des difficultés. Mais on peut aussi mal faire une technique. Enfin, donc, on est obligé de proposer des piqûres de rappel, des ateliers, des très courts, hein, peut-être 1 heure, ça dépend. Chacun a ses méthodes. Et c'est là que c'est intéressant aussi de comparer entre nous pour savoir comment on met en place tout ça. Et on remontre les techniques, on se teste, on s'évalue, on s'observe. Hein. Donc les soignants, ils observent leurs collègues pour savoir si les techniques sont bien réalisées, et on invite la personne à travailler sur telle ou telle chose. Ce qui fait qu'après, ça rentre dans la politique d'entretien annuel, d'évaluation. Et au moins, on a des critères très concrets de progression, et on n'est pas sur du jugement, mais on est vraiment sur des personnes qui savent dire, bah, effectivement, moi, j'ai besoin de travailler là-dessus, j'ai besoin d'améliorer sur telle ou telle chose. Donc, c'est assez concret. Moi, je suis cartésienne, donc ça me plaît bien quand les choses sont factuelles, en fait. Si je peux me permettre de faire un petit ajout, je trouve que, ça c'est mon expérience qui parle, là, le fait de nommer des référents internes et de s'auto-évaluer régulièrement, pour moi, ce sont les 2 facteurs clés de succès de cette démarche. Et je pense que tu as raison d'insister. Je pense aussi que tu as raison d'insister vous avez raison d'insister tous les deux sur la collégialité et la pluridisciplinarité de la démarche. Donc, on a besoin de référents qui vont outiller tout le monde, mais on a aussi besoin d'être très, très cohérent avec l'ensemble de la philosophie de soins, l'ensemble de l'objectif. Donc, typiquement, moi, je le vois, hein, je le vois bien comment vous faites quand vous accueillez une famille, quand vous accueillez quelqu'un qui arrive chez vous. La première chose que je vous entends faire, c'est de bien présenter cette philosophie et ces principes pour pouvoir discuter des éventuels points qui peuvent choquer ou qui peuvent poser des soucis, notamment la question de la sécurité et de la liberté, la question de la contention, la question des barrières de lit, la question de est-ce qu'elle peut encore sortir, marcher, etc. Et ça, c'est quelque chose que vous posez tout de suite, qui est inscrit dans les outils, dans le contrat de séjour, dans l'ensemble du projet d'établissement, etc. Et ça, c'est fondamental pour que tout le monde soit aligné. Sinon, des équipes peuvent être en porte-à-faux vis-à-vis d'autres. Comment ça se passe chez vous? En tout cas, je sais que chez Élise, la question du consentement, c'est fondamental. Oui. Ouais, c'est fondamental, et c'est important pour un directeur d'avoir bien ça en tête, parce qu'en fait, il met sa responsabilité en jeu. À partir du moment où on remet debout les personnes, où on prend le risque qu'ils tombent, où on autorise tout le monde à pouvoir sortir, à être libre, hein, de ses faits et gestes. Je le disais tout à l'heure, mais beaucoup de structures mettent des codes, et on sait pourquoi ils mettent des codes, parce que ils veulent limiter le périmètre des personnes, et ils veulent s'assurer une protection. Mais une protection, pour nous, c'est plutôt une contre-indication et une contention. Hein. Chaque personne a des droits fondamentaux, et les droits fondamentaux, c'est notamment la liberté d'aller et venir. Mais c'est facile à dire et c'est pas si facile à respecter. La société est pas encore prête à favoriser ça, parce que quand on a une personne âgée qui se balade dans une ville, bah, le premier à peut-être nous dire que c'est pas normal, ça va être le maire, puis les gendarmes, puis les pompiers qui vont nous ramener la personne, les commerçants qui vont se demander que fait cette personne. On doit pas bien s'en occuper pour qu'elle soit là. Nous, au contraire, on défend le droit de vivre, et on pense que c'est important. Donc après, il y a des précautions à prendre, hein, qu'on connaît. Et la première des précautions, c'est aussi d'afficher que on va faire comme ça, de cette façon. Et cette liberté, c'est la famille aussi qui doit l'assumer. Si les familles, à 100%, hein, quasiment, viennent en disant je veux qu'il soit en sécurité. C'est pas ça la vie, c'est pas d'être en sécurité. Hein. La vie, c'est de pouvoir vivre. Et vivre, c'est déjà un droit au risque, et ce droit au risque, c'est compliqué à défendre, quoi. Et ça passe aussi par l'interrogation du pourquoi. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de la barrière de lit tout à l'heure, Annie. Une barrière de lit, c'est se poser la question, mais
pourquoi on va la mettre et qui fait la demande. Est-ce que c'est le résident qui fait la demande? Est-ce que c'est le soignant? Est-ce que c'est la famille? Pourquoi aussi cette demande est faite? Est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'être assuré? Est-ce que c'est parce qu'effectivement il chute? Et là, et après, ça, on passe sur l'analyse de la chute. Donc, à minima après, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui rentre en jeu avec à minima la cadre de soins, le médecin co, l'ergo, voire la psychologue sur certains cas. Donc, en effet, pour répondre à une des questions de… Ah bah super, Monsieur Xavier Prévost, je reconnais votre nom. Bonjour, c'est Monsieur Prévost avec Blandine Prévost ont monté les établissements qui s'appellent, l'association Amadiem, avec des maisons très adaptées aux personnes en situation de maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer, près de Crolles, près de Grenoble. Sa question, c'est sur la sortie. Est-ce que tout le monde peut sortir? Est-ce qu'il y a une vigilance particulière de la part des équipes? Donc, ce qu'on essaye de présenter là, ce que le livre essaye d'expliquer, c'est que l'Humanitude associe, tous les établissements doivent répondre à la réglementation, à l'ensemble des contraintes qui leur sont imposées, mais dans le cadre d'une philosophie de soins et d'outillage qu'ils décident. Ça, c'est vraiment leur choix. Vous êtes libre dans les établissements de choisir une démarche et de la mettre en œuvre à partir du moment où elle est alignée, évidemment, avec les recommandations officielles. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, les établissements se saisissent de la philosophie de l'Humanitude qui interroge chaque geste de soin, qui pose, c'est ce que dit Guillaume tout à l'heure, à chaque fois des questions. On s'interroge systématiquement, on se met à plusieurs avec la personne concernée, avec ses proches, avec les professionnels, et on interroge quel sera le bon niveau de soins, quelle sera la bonne stratégie à déployer. Derrière, on la met en œuvre, mais de manière professionnalisée, tracée, évaluée. Si cette stratégie n'est pas bonne, elle sera réévaluée, elle sera réajustée. Mais ce que l'on peut voir, c'est que quand on outille les professionnels qui sont autour de ces personnes avec des techniques de prendre soin, avec des techniques de regard, de parole, de toucher, d'entrer en relation, qui vont apaiser 83% des risques du comportement, parce que c'est ce qu'on peut mesurer et c'est ce que les études montrent et c'est ce que je mets aussi dans le livre, c'est pour rassurer sur le fait que ces outils marchent. Quand on fait ça, eh bien, on apaise les risques de tension, les risques de dérapage, les risques de troubles, et donc on permet et on réouvre les structures. Alors derrière, bah oui, comme vous pouvez le voir, ça demande un travail de dingue, parce que ça demande un travail, étant donné que ces outils et ces techniques ne sont pas enseignés dès les formations initiales, ne sont pas encore dans la tête de tous les citoyens, de tous les élus, de tous les maires, de tous les pompiers, comme dit Élise, eh bien, les établissements, ils sont un peu seuls. Les établissements qui choisissent cette philosophie-là, qui choisissent ces outils-là, qui outillent leurs professionnels, ben, ils sont un peu seuls face à peu près tout le monde qui vous regarde, qui regarde les pionniers du label comme étant un peu bizarre, étonnant, voire dérangeant parfois. Mais ce que montre le label aujourd'hui, parce que quand même le label a plus de 10 ans aujourd'hui, le premier labellisé, c'était 2012, donc ça fait 10 ans à Albi. On montre qu'il n'y a pas plus d'accidents, au contraire, et il n'y a pas plus de difficultés, au contraire, et même ce que montrent les études, non, vous n'êtes pas du Grand Est, vous deux, mais c'est l'Agence régionale de santé de l'Est qui a regardé les chiffres des établissements labellisés de sa région par rapport aux autres. Et elle a pu mesurer qu'il y avait moins d'absentéisme, moins de turnover, moins d'impact négatif à la fois sur la qualité de vie au travail des équipes qui sont plus outillées, plus en cohérence et plus soutenues par l'ensemble de l'organisation, de l'établissement, mais aussi une qualité de vie des personnes aidées puisqu'il y a moins d'hospitalisation, moins de médicaments et moins de troubles associés. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et la raison, une des plus fortes motivations pour faire ce livre, parce que bon, vous savez que c'est compliqué de faire un livre, c'est pas simple. Mais moi, ma motivation, c'était aussi de me dire, il faut qu'on puisse raconter autre chose. Il faut qu'on puisse mettre noir sur blanc que c'est pas simple, que c'est compliqué, que c'est lourd, que c'est difficile, certes, mais qu'on n'est plus dans l'impuissance totale, quoi. On n'est plus dans et on ne dépend plus que. Et on n'est pas dans la dépendance absolue de une ou deux personnes à l'intérieur d'un établissement qui auraient choisi une démarche, qui la portent et une fois qu'ils ne sont plus là, tout s'effondre. Non. Là, avec le label Humanitude, là, vous avez devant vous des directeurs qui peuvent changer, qui peuvent évoluer. N'empêche que l'établissement, il est engagé, il a tout un outillage, toute une démarche
Et donc, ne serait-ce que chez vous, Guillaume, enfin toi, Élise, c'est toi qui avais porté la labellisation, mais chez Guillaume, vous êtes déjà à plusieurs équipes qui se sont renouvelées et qui perdurent pour autant. Et puis, sur justement les indicateurs que tu mentionnais, enfin, on a quand même divisé par deux en 5 ans les arrêts maladie. Idem pour les accidents de travail. Et aujourd'hui, force est de constater que on n'a quasiment pas de turnover. Donc, ça peut arriver bien sûr qu'il y ait une aptitude, qu'il y ait de temps à autre un choix de carrière qui est différent, mais c'est à la marge en tout cas, et c'est anecdotique. Et ce que tu disais aussi, Élise, toi, tu as fait un film sur la marque employeur. Oui, c'est vrai. Ouais, vous pouvez aller voir Géry bien bosser en maison de retraite et du coup, ça montre un peu comment fonctionne la maison de Jeanne. Géry, G-E-R-Y. Face à l'absentéisme, on a aussi beaucoup d'attirance, c'est-à-dire que les gens viennent et dans leur… moi, j'assure pas le recrutement ici parce que ça commence à être une grosse structure, mais je vois les lettres de motivation et les gens viennent pour la philosophie. Donc, le jour où vous avez des professionnels qui n'ont pas non plus Bac+5, donc qui, dans leur lettre de motivation, ont cherché quel était l'établissement et quel était le projet d'établissement, quand on voit la difficulté qu'on a à faire connaître le projet d'établissement et qui, dès leur lettre, disent « moi, ce que je veux, c'est travailler comme ce que vous proposez », du coup, c'est gagné parce que c'est vrai que pour les professionnels, c'est important aussi d'expliquer qu'on va travailler de cette façon-là et que si c'est pas leur projet, c'est pas la peine. C'est-à-dire que un soignant qui a pas envie d'avoir une vision globale sur la vie de la personne, qui a pas envie de lui proposer des activités, qui a pas envie de connaître son projet personnalisé, qui a pas envie de faire le lien avec la famille, qui veut se cantonner à une affaire d'hygiène du corps, il a rien à faire dans un établissement Humanitude. Donc après, voilà, les professionnels aussi doivent faire leur choix. Mais c'est vrai que du coup, on attire des professionnels qui veulent travailler dans ces conditions-là, plus de bénévoles, plus de familles qui veulent s'investir. Donc, la réputation, elle s'améliore de cette façon-là. Et quand on a plus de personnes autour des habitants, ça nous permet aussi plus de projets, parce que faire marcher les gens, c'est du 1 pour 1. Donc après, en termes d'effectifs, faut suivre. Il faut suivre et puis moi ce que je vois c'est que vous devenez des espèces de phares quoi. C'est-à-dire que dans ce monde où enfin dans cette période en plus avec la crise Covid franchement où on est mais vous êtes des établissements qui ont été mais alors sous le feu des projecteurs négatifs où vous avez encore plus pris de reportages compliqués, etc. Il ne faut pas tomber dans l'angélisme. On est loin d'être dans l'angélisme dans ce qu'on raconte là. On est vraiment dans une démarche très dure, très compliquée, très exigeante. N'empêche que le fait d'avoir aujourd'hui dans le livre, 12 établissements, donc je fais le portrait de 12 établissements, ils sont grands, ils sont petits, ils sont à la ville, ils sont à la campagne, ils sont de statut… Élise, ta structure est de statut public. Guillaume associatif, enfin bref, c'est pas une question de statut, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de tarif, c'est pas ça du tout, c'est une question de décision. On se dit que c'est pas possible, l'établissement veut répondre à ses principes et va y aller. Il va y aller, il va prendre tous les chemins, il va prendre l'humanitude, il va prendre toutes les approches possibles et imaginables, médicamenteuses, non médicamenteuses, il faut y aller. Vous savez que sur H Village, toutes les semaines, on vous met en ligne tout ce qui peut exister de positif de manière à outiller les structures. Vous savez que tous les ans, on organise un colloque sur les approches non médicamenteuses en novembre à Paris. C'est pareil, on met sur la table et on met en scène toutes les approches qui vont nourrir, parce que prendre soin quand même, vous êtes face à ce que l'humanité a de plus compliqué, et là je vais faire la transition avec ma conclusion. La conclusion du livre, c'est qu'au fur et à mesure que je faisais vos interviews là pour expliquer faire vos portraits dans le livre, je me rendais compte. C'est étonnant parce que je viens de voir le film qui s'appelle Don't Look Up. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui raconte le fait qu'on n'entend pas en fait les alertes des scientifiques face à l'urgence climatique. Et ben là, les labellisés, ils crient dans le désert un peu quand même en disant voilà, il existe des approches, il existe des façons de faire, il existe des techniques à apprendre.
Et aujourd'hui, ça devient vraiment urgent de pouvoir aider à la fois les professionnels et à la fois le grand public à se rassurer sur un autre récit, sur une autre façon de prendre soin des gens. Et moi, vous m'avez, enfin moi, vous, tous là, tous les gens à qui j'ai tiré le portrait, vous m'avez vraiment rassuré sur le fait que vous étiez des équipes qui étaient face à ce que l'humanité a de plus compliqué. Vous êtes face à des maladies hyper complexes, vous êtes face au handicap majeur, vous êtes face à la fin de vie et vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes debout, vous nous outillez, vous nous rassurez. Franchement, vous êtes un message qu'on veut absolument faire passer partout, partout, partout maintenant. Comment ça se passe, vous, aujourd'hui, pour faire passer le message? Comment vous faites? Bon, bah, j'y vais, Guillaume. Vas-y, vas-y. On ne sait pas trop comment se répartir. Ouais. Alors, n'hésite pas à orienter, Annie, parce qu'on a tous les deux des trucs à dire. Oh, J'imagine qu'on t'as a raison, tous des allez. trucs à dire. Allez, vas-y, Élise. Faire passer le message, de toute façon. Allez, faire passer le message. Ouais, quand on est passionné, c'est facile. Enfin, là, on a déjà des gens qui saluent notre engouement. Enfin, on est tous les deux passionnés. On est passionnés par ce qu'on fait parce qu'aussi, on a des résultats. Donc, à partir de là, on arrive à convaincre. On a emmené nos professionnels. Nos professionnels, maintenant, c'est eux qui nous portent aussi. Et on pourrait pas revenir en arrière. Et puis après, notre rôle, quand même, quand on est représentant d'établissement, c'est aussi participer à des colloques. Donc, tu as cité le colloque des approches non médicamenteuses. Moi, je fais un colloque sur pouvoir et vieillissement dans 2 semaines. Donc, c'est ça aussi. Là, on fait la conférence de presse. Quand on sait qu'on n'est que 26 à être labellisés, que très peu encore bénéficient de ces techniques-là, on a juste, il y a une professionnelle, j'ai l'impression, qui a témoigné là dans la discussion. On a juste envie de se dire, mais c'est pas normal que les gens n'aient pas accès à ces techniques-là, parce qu'on doit pas se battre au quotidien et voir des gens angoissés qui crient. Enfin, j'étais en comité de direction hier, puis j'entends crier et je dis, mais qu'est-ce qui crie? Et les gens me disent, ce sont les enfants. Ici, les gens qui crient, c'est les enfants de la crèche. Donc à partir de là, c'est gagné. On doit pas se contenter, on doit pas se familiariser avec les mauvaises odeurs, les cris, les gens tristes. Ça, c'est pas normal, c'est pas ça la vie en maison de retraite. Donc, à partir de là, si chaque petit problème est pris les uns après les autres, on y arrive. Et puis, c'est ça qui nous motive. Ça nous motive pour nous, pour nos proches aujourd'hui et puis pour nous demain. Vas-y, Guillaume, comment tu fais pour faire passer le message? Effectivement, ce sont les résultats, mais après, ce sont les soignants aussi qui portent le relais et qui presque nous portent dans certains cas. Et c'est très bien parce que finalement, ils se sont appropriés la démarche. Mais ils se sont appropriés, c'est parce qu'elle leur a parlé, parce qu'elle leur a correspondu. Et puis surtout, nous, bon, bien sûr, en tant que directeur, de toujours bien sûr porter la démarche, donc de toujours animer ces comités de pilotage et les réunions et d'être présent quand il y a besoin pour remettre un coup de collier nécessaire ou pour dire aux équipes aussi, pour les rassurer et de dire non, allez-y, continuez et on vous encourage. Et puis aussi de leur permettre d'avoir accès, comme le disait Élise, à des temps extérieurs à l'EHPAD, de ressourcement, comme certains colloques. Ça, c'est hyper important. Donc là, ça se travaille avec le plan de développement des compétences ou ça se travaille aussi avec un budget spécifique, mais c'est extrêmement important de travailler ça. Donc c'est aussi de nos façons, en tout cas, ce sont nos façons de toujours porter cette démarche auprès des équipes. Alors en effet, comme le souligne quelqu'un dans la discussion, il y a très peu d'établissements encore labellisés aujourd'hui. Hein, mine de rien, ils sont 26 aujourd'hui en France. Mais on a dans les tuyaux, là, dans la machine qui accompagne l'ensemble des établissements, on a 250 établissements qui se sont inscrits sur la plateforme avec le référentiel. On est 80 aujourd'hui formateurs dans le réseau Humanitude, dans une dizaine d'organismes qui s'appellent les Instituts Gineste Marescotti, que vous pouvez retrouver et qui peuvent être vos ressources, qui sont vos ressources sur le sujet. Les auteurs de l'Humanitude continuent de déployer l'ensemble de la démarche. Rosette pour nous accompagner sur le label, Yves qui est beaucoup à l'international, au Japon, pour mener des études qui prouvent l'efficacité de ces techniques vis-à-vis des pairs, vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de la communauté scientifique. Donc, on continue.
on continue d'avancer. Là, c'est une grosse année quand même, 2022. Il y a quand même une élection présidentielle. Ensuite, il y a des élections législatives. Donc, des gens qui vont pouvoir décider et faire évoluer l'ensemble des données. Vous le verrez dans le livre. Chaque portrait, je suis allée jusqu'au détail du taux d'encadrement, du taux du niveau de prendre soin de chacun. C'est-à-dire que vous verrez en lisant le livre que chaque établissement accueille bien des personnes en situation de handicap lourde comme les autres. C'est-à-dire que il y a de quoi se ressourcer auprès de ces labellisés-là. Donc là, l'idée, c'est que on part en croisade. On continue de faire passer le message. On va essayer donc de participer au maximum d'événements que vous pourrez vous avoir envie de réaliser dans vos endroits, dans vos manifestations. Donc là, on va passer. Donc en effet, ce que je vois, c'est le 25 janvier, il y a un webinaire idéal connaissance pour les élus, pour les professionnels des collectivités locales. Nous, on va se rapprocher des observatoires, de l'ensemble des associations qui ont envie de mener et qui ont envie de faire passer ces messages-là, toutes les bonnes pratiques, et notamment le collectif Une société pour tous les âges aussi. Le 9 mars à Paris, il y aura une dédicace dans une librairie pour rencontrer les gens en direct. Et puis l'idée, c'est de faire passer, c'est de faire un tour de France auprès de tous les labellisés et notamment ceux qui ont témoigné dans le livre. Donc là, vous avez une carte de France de l'ensemble des labellisés. Vous voyez qu'ils sont partout et on va prendre notre bâton de pèlerin avec les auteurs, avec les formateurs, avec les directeurs Humanitude et avec les membres de l'association Assum'Vie. Et puis, je salue au passage Sophie Brobecker, qui est la chargée de mission et qui est positionnée, enfin, qui travaille aussi à l'établissement labellisé d'Ilzac en Alsace. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller faire le tour et de faire passer les messages. Peut-être, Élise, tu peux insister peut-être sur la diapo qui raconte les grands enjeux sur lesquels on est très, très motivé au sein de l'association et on aimerait bien faire bouger les lignes. C'est la diapositive qui parle des propositions. Vas-y, dis-nous les grandes propositions sur lesquelles Assum'Vie se bat. Ouais, on en a parlé un petit peu, les formations initiales, enfin, ça nous ferait gagner un temps fou si les formations initiales pouvaient intégrer ces enseignements-là et ces techniques, sachant que de toute façon, on serait sur de la formation initiale, mais également de la formation continue, puisque ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait de l'entraînement, qu'il faut de l'expérience, qu'il faut tester les techniques, mais c'est vrai qu'on est parfois même en désaccord avec ces formations initiales. Donc là, on a par exemple dans les formations initiales une valorisation du niveau d'aide-soignante par rapport au niveau d'accompagnement éducatif et social, alors que c'était une formation qui pouvait être très adaptée pour nos établissements, qui n'intégraient pas les techniques humanitudes, mais pour le coup, il va falloir réorienter nos professionnels vers la formation d'aide-soignante. Et même la façon de faire la toilette, c'est pas les priorités ne sont pas les mêmes. Donc, ce serait facilitant pour nous et en même temps, nous aussi, on forme des professionnels. On n'a pas forcément envie de consacrer 1 an de leur temps et les moyens qu'on y met pour des formations qui correspondent pas à nos besoins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on se bat. On voudrait aussi que ce label, c'est un travail important. C'est aussi pour ça que les gens ne vont pas vers le label. Et puis, il y a un coût de formation, clairement. Le label Humanitude, c'est beaucoup de travail avec une évaluation annuelle de 300 indicateurs. On voudrait que cette évaluation, elle puisse être l'évaluation interne dans les établissements. Enfin, de toute façon, moi, c'est de cette façon-là que je vais l'utiliser et que ça puisse être intégré aussi au référentiel évaluation externe. Mais ce qu'on craint, c'est que l'évaluation externe soit bien en dessous du niveau de l'évaluation que nous, on s'impose. Et puis, on voudrait aussi que la tarification, vous savez que la tarification valorise la dépendance puisque c'est la grille Agir et le pathos qui nous donnent nos dotations. C'est vrai que quand on récupère de l'autonomie, alors que ça nécessite un travail important et un accompagnement
très précis, très pointu, très réfléchi. On voudrait que la tarification, elle puisse valoriser ce travail-là, parce qu'aujourd'hui, elle valorise l'inverse. Donc, il vaut mieux avoir des gens en GIR 1, dépendants, alités, que des gens qu'on arrive à remettre debout et puis qui participent à la vie de la maison. Voilà, donc il y a de quoi faire en termes de mobilisation. On va peut-être répondre aussi à quelques questions avant de conclure chacun. Une des questions que j'ai vues passer, et ça c'est quelque chose que je me suis posée et que j'ai essayé d'écrire dans le livre, c'est 24 heures de la vie dans un établissement labellisé. Qu'est-ce qui change par rapport au reste? En quoi c'est un lieu de vie, lieu d'envie? Alors moi personnellement, ce qui me frappe le plus, c'est cette sérénité et cette verticalité de chacun, mais aussi l'énergie qu'on peut voir à différents endroits de la maison. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous? Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous pensez aux établissements labellisés, aux vôtres ou ceux de vos collègues? On va commencer par Guillaume, tiens. Alors, d'une part, c'est l'ambiance qui y règne, qui se voit dès l'entrée. Il y a de la sérénité, mais il y a pas que ça, il y a aussi une ambiance qui est positive. Même si tout n'est pas rose, les équipes et nous-mêmes d'ailleurs, on sait qu'on a des ressources et on travaille du coup sur ces ressources-là. Et quand on sait qu'on les a et qu'on sait les approprier, et ben ça fait gagner voilà en positivité et en énergie. Donc et ça se ressent bah voilà dès l'entrée et tous les jours. Et du coup ça aide aussi à tenir au quotidien. Élise, toi, qu'est-ce que tu mets en avant? Alors, redis-moi la question parce que j'étais en train de lire la discussion et il y a plein de questions. Je veux y répondre, mais en fait, j'y arrive pas. Redis-moi La question, c'est sur les lieux de vie, lieux d'envie. Comment on fait quand on est dans un lieu de soins pour Ah voilà, il y a une question là-dessus. Ouais. Eh ben oui, en plus on n'a pas de bol parce que notre histoire c'est quand même que moi je suis fonction publique hospitalière, donc ça traduit bien ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que je suis rattachée à la vie de l'hôpital. L'hôpital prend beaucoup de place et on a une culture hospitalière avec des sœurs puis des infirmières qui ont été des surveillantes, hein. Donc sortir nos professionnels de cette philosophie-là, c'est très compliqué. Faut savoir que le bonheur, c'est de recevoir sa blouse quand quand on a un diplôme, quand nous, on va commencer par leur dire, en fait, si on travaille au domicile des personnes, faut peut-être qu'on ait des tenues civiles. Donc, changer les mentalités et aller vers un lieu de vie, c'est essayer de valoriser que les gens sont chez eux et la philosophie carpe diem, hein, que Amadiem exploite est bien là-dessus et c'est une orientation qui peut bien nous aider pour faire en sorte que ce soit des lieux de vie, c'est-à-dire que la suprématie du soin, elle nous empêche en général de mettre la personne au cœur de l'accompagnement et de faire en sorte que ce soit lui qui décide et qu'on considère bien qu'il est chez lui. Mais à force d'essayer de valoriser, à force d'encourager, à force de formation aussi, parce que les professionnels parfois sont en difficulté de proposer des activités, sont en difficulté. Mais le projet d'accompagnement personnalisé, c'est dans la loi. L'aide-soignant, c'est aussi son rôle de faire en sorte de le mettre en œuvre. Donc, c'est petit à petit qu'on y arrive. C'est pas facile, mais c'est petit à petit. Et moi, je crois que les professionnels, une fois qu'ils ont franchi les caps, ils reviennent pas en arrière. Donc c'est le problème de franchir les caps, c'est le problème du changement. Ça c'est partout pareil, hein, c'est pas simple. C'est un peu comme quand vous avez votre premier cas de Covid dans une structure, hein, au deuxième vous commencez à être bien, puis au 10e vous êtes au top. Je préférais que ce soit d'autres changements qu'on ait à vivre en ce moment, mais c'est pareil pour les bonnes pratiques. Et en général on est plus satisfait parce que les gens sont plus heureux, tout simplement. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que vous avez, pour rebondir sur ce que dit Élise et Guillaume, le fait que quand vous êtes sur 24 heures, vous pouvez vous appuyer aussi sur ce qui se passe la nuit, sur ce qui se passe dans les différents lieux de la maison. On découvre, et la crise Covid l'a montré, qu'il y avait énormément de ressources qu'on ne connaissait pas ou qu'on n'avait pas forcément utilisées, et des ressources internes, mais des ressources aussi tout autour.
Puis il y a une énorme ressource qui est souvent sous-exploitée, que vous exploitez énormément. Enfin, c'est la ressource de l'énergie elle-même des habitants. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, ils sont là, ils sont avec nous, et donc ils participent, ils mettent en œuvre leur vie, leur énergie du mieux qu'ils peuvent. Pour avancer sur les questions, je vais peut-être vous dire que oui, le label se décline dans les services d'aide à domicile, il se décline vers le domicile et Sophie, qui est notre chargée de mission, anime un groupe de travail en ce moment au sein de l'association pour adapter le référentiel et travailler à une labellisation spécifique pour les services à domicile, en effet. J'ai vu des questions sur la notion des troubles du comportement, sur les comportements d'agitation pathologique. C'est ça qu'on appelle les CAP, les comportements d'agitation pathologique, et c'est comme ça qu'on les appelle en humanitude. Donc, vous le verrez dans le livre, l'humanitude et les auteurs ont travaillé à la mise en œuvre d'outils très concrets, très, très précis, des techniques de regard, de parole, de toucher, d'aide à la verticalité, des techniques d'entrée en relation, de maintien de la relation, qui, quand vous les obtenez, enfin, quand vous les mettez en œuvre et que vous les mettez en œuvre au long cours, ça devient une habitude. Hein. Au bout d'un moment, ça s'ancre dans vos pratiques. Mais au début, c'est compliqué d'apprendre à regarder, d'apprendre à parler, d'apprendre à toucher et d'aider à la verticaliser les personnes. Mais les études montrent en France, à l'international, et ça, c'est pas du tout une question de culture, c'est partout dans le monde. Les troubles du comportement sont liés en grande partie à la difficulté de l'environnement à s'adapter aux personnes. Et donc, plus l'environnement et donc plus nous, en tant que professionnels, en tant qu'aidants, en tant que bénévoles, on a ces outils-là en main, mieux on se porte en fait. Et peut-être pour compléter, ouais, qu'est-ce que ça veut dire les CAP? Donc les situations d'angoisse. Donc on va avoir des gens qui crient, j'en parlais tout à l'heure. On va avoir des gens qui veulent partir. En France, on a favorisé la déambulation des personnes. Donc on a fait des unités Cantou qui tournent autour d'un poste de surveillance, quoi, par exemple, au lieu de comprendre que cette déambulation, en fait, c'était une situation d'angoisse. Donc, l'issue, ça va être de faire en sorte que les personnes se sentent bien dans leur environnement, donc de travailler sur l'environnement, les propositions qu'on y fait, comment on leur propose des choses tout au long de la journée pour pas qu'ils se trouvent dans une situation d'angoisse de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui va se passer, et en fait, je sais pas ce qui se passe. Donc, c'est ça les CAP, les angoisses, les déambulations excessives, les envies de partir, les cris, les gens qui font des gestes brusques parce que vous êtes arrivé sur le côté, par derrière et que vous avez pas prévenu et que lui, il était dans son monde et que juste, il a envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous venez me faire? Il faut savoir qu'en maison de retraite, on intervient quand même la nuit pour changer les personnes. Donc, vous auriez quelqu'un qui viendrait vous voir la nuit dans votre lit. Je pense que la première chose que vous feriez, ce serait de peut-être mettre les poings, quoi. Donc, voilà, c'est tout ça, les situations de CAP, le trouble comportement d'agitation pathologique. C'est toutes les réactions qui sont un peu et qui traduisent d'une angoisse et en général d'une mauvaise façon d'appréhender la personne. Donc, ce sont des pièges que tendent la maladie, que tendent la situation de soins, que tendent la culture. Et avec la philosophie de soins, on va se questionner en permanence et avec les techniques, on va essayer de s'approcher et de mettre en place une relation qui soit la plus apaisée possible. Et si ça marche pas, on va faire un report de soins. On va s'autoriser à faire un report de soins qui sera tracé et qui sera sans abandon de soins, puisqu'on reviendra prendre soin de cette personne un tout petit peu plus tard, soit soi-même, soit d'autres. Enfin bref, l'ensemble de cette démarche, elle est longue, elle est exigeante, elle est outillée. Donc c'est rassurant. Il y avait une question sur les formations initiales. Donc, en effet, vous êtes quasiment tous en lien avec les instituts de formation de votre territoire. Oui, elle est très bien cette question parce que c'est un véritable enjeu d'ailleurs, c'est précisé et je partage à 100%. Alors, nous, à notre niveau, on est déjà intervenu avec quelques soignants en IFAS à la demande de l'Institut, mais malheureusement, c'est aujourd'hui tout ce qu'on peut faire parce qu'on est limité, parce que ça dépend pas que de nous, l'intégration de ces formations dans le package initial. Alors, entre guillemets, on milite, mais on est aussi parfois contraint et limité. Et je pense que les IFAS sont limités aussi avec leur obligation pédagogique.
Donc, je Donc, pense que ça fait partie des enjeux, c'est des enjeux. ouais, des enjeux qu'on va essayer de porter. Alors, c'est ce que je disais, le livre, c'est un outil de plus, hein. Le livre, c'est juste un outil de plus pour faire passer le message. Vous pouvez le faire passer à vos élus, vous pouvez le faire passer aux écoles, vous pouvez le faire passer aux associations de personnes âgées, aux associations d'aidants, aux associations de professionnels. L'objectif du livre aussi, c'est de vous donner envie d'aller voir. Vraiment, de vous donner envie d'aller visiter ces établissements, d'aller visiter les structures, d'aller vous dire que même si l'établissement que vous côtoyez n'est peut-être pas encore dans cette démarche-là où on est éloigné, en tout cas, voilà, c'est une ressource, c'est un moyen de faire bouger les lignes et en tout cas d'interroger les choses. On va bientôt on va s'arrêter là parce que sinon on pourrait continuer encore beaucoup. Mais en tout cas, sachez que si vous le souhaitez, donc on peut faire des rencontres, des dédicaces, des ateliers dans les territoires. Vous nous contactez via hvillage.com, via humanitude.fr, via le label Humanitude. Vous contactez les labellisés que vous avez autour de la table, mais vous pouvez aussi contacter les instituts Gineste Marescotti. Et nous, on restera à votre disposition dans toutes les lieux, dans tous les webinaires, dans toutes les conférences qu'on organisera. Et comme le dit Rosette et Yves dans leur préface, on ne lâche rien. Et je suis bien d'accord avec eux. Voilà, moi, c'était mon mot de la fin. Je vous laisse, Guillaume, et ensuite Élise. Un grand merci pour votre écoute et pour les commentaires que l'on a vu passer. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, on en est navré, et on pourrait en discuter pendant des heures. Mais on peut aussi poursuivre et on peut aussi répondre de façon interposée par la suite. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis pourquoi pas aussi nous visiter. Moi, je terminerai en disant que ce qui continue à me porter aujourd'hui, ce sont les demandes d'établissements extérieurs qui veulent venir nous voir. On en a encore eu un de Belgique le mois dernier. Et on va d'ailleurs aller les voir là au printemps. Donc ça crée aussi de la dynamique. Donc on se sent moins seul aussi. Et de plus en plus autour de nous, silence. Donc on est plutôt dans une dynamique très positive et ça c'est bien. C'est encourageant. Et puis, si nous, on y croit, vous aussi, enfin, vous étiez quand même nombreux, là, 63, peut-être pas tous convaincus de ce qu'on vous a raconté, mais en tout cas, beaucoup à nous faire des retours positifs. Et ça nous booste, ça nous motive. On a toujours besoin quand même de se sentir soutenu. Et à chaque niveau, chacun peut défendre ça. Enfin, on le défend pour les gens âgés actuels, pour notre vieillissement à venir. Et puis, on dit aussi que la société se porte bien quand la vieillesse se porte bien. Donc, en fait, on a tous intérêt à défendre un beau vieillissement. Donc, à vous aussi de faire votre part. N'hésitez pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À votre disposition.